Alors, en tant que médecin, surtout en tant que gériatre et aussi coordonnateur d'EHPAD, m'a été demandé donc de voir l'éthique dans la relation en EHPAD. Pour rappel, 30 000 centenaires en 2023, c'est 30 fois plus qu'en 1970, quand Jean Ferrat chantait La Montagne et où il disait que l'horrible piquette faisait des centenaires à ne plus savoir qu'en faire. Les temps ont bien changé. 31 décembre 2019, il y a 11 000 structures d'hébergement pour personnes âgées qui proposent à peu près 800 000 places d'accueil. Elles sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus dépendantes, de plus en plus âgées. 83% des résidences sont en perte d'autonomie, c'est-à-dire de JRE1 à 4, les femmes de plus en plus nombreuses et seules surtout. 51% des places d'EHPAD sont dans des établissements publics. Les dépenses de santé liées à l'âge, comme les retraites, la maladie, la perte d'autonomie, représentent aujourd'hui 3/4 des dépenses de la protection sociale. La charge financière pèse aussi sur les familles. En France, c'est 2 043 € par mois, c'est le prix médian d'une chambre seule en hébergement permanent en EHPAD pour une dépendance GIR 5-6. Mais si on voit pour les Alpes-Maritimes, c'est 2 714, Bouches-du-Rhône 2 471. Les deux départements proches sont relativement de cet ordre. Et on trouve quand même une surprise, 1 713 € pour le Cantal. Je n'ai pas les explications, mais elles seraient intéressantes. Le phénomène de vieillissement de la population est marqué. Il s'accélère depuis 2011 avec l'arrivée des générations des baby-boomers. L'allongement de l'espérance de vie et une fécondité en baisse, durablement installée sous le seuil de renouvellement des générations, posera problème. L'intensité du choc devrait bouleverser le paysage démographique aussi sans doute. Il s'agit d'un changement de société, probablement de civilisation, dont nous n'avons pas encore pris la mesure. Si aujourd'hui 90% des Français souhaitent vieillir chez eux, chez vous aussi peut-être, à savoir dans leur domicile historique, ou à minima dans un endroit où ils se sentent chez eux, d'où le lapsus sans doute, mais ce chez-soi ne sera pas nécessairement le domicile où la personne a passé toute sa vie. Alors, ce phénomène global du vieillissement appelle une diversité de réponses à adapter au plus proche des situations individuelles. Il faut respecter les aspirations réelles des personnes âgées et nous devons nous rendre capables d'entendre les désirs individuels de vie des personnes âgées, sauf à observer encore trop de décompensation, de dépression, voire aussi, on en parlait tout à l'heure, de suicide. Si les alternatives à l'hébergement en EHPAD doivent être développées, ces établissements resteront un maillon indispensable de la prise en charge du grand âge. Cette référence, elle est appelée à évoluer, bien sûr, car ce sont au moins 60 000 places supplémentaires en EHPAD qu'il convient de prévoir à l'horizon 2050. On y associera peut-être aussi, bien sûr, des alternatives comme l'accueil temporaire ou les unités de vie spécifiques. On y attend une meilleure intégration avec la médecine ambulatoire, hospitalière, des services d'aide à domicile, des équipes de soins médico-sociales, un taux d'encadrement différent dans les établissements. Aujourd'hui, on est à 0,62 équivalent temps plein par résident. Et tout à l'heure, Gilles Bernardin nous mettait en évidence tout ce que cela peut générer aussi. Donc, il faudra que l'EHPAD reste un lieu de vie tout à fait réel et bien plus qu'une simple résidence. Alors, par l'histoire, nous sommes héritiers des hospices, mais bien au-delà de l'hospicium. L'hospicium latin, ce n'est pas un bâtiment, c'est une conception. C'est une conception de l'hospitalité gréco-romaine qui est le droit divin de l'invité comme le droit divin de l'hôte. Localement, les lois de l'hospitalité étaient connues et maintenues encore pendant longtemps. Donc, progressivement, il a désigné la maison où les religieux donnaient l'hospitalité aux pèlerins, aux voyageurs. Puis après, on a accueilli des vieillards, des infirmes, des incurables, des enfants abandonnés, des orphelins, sauf qu'au final, elle les a enfermés. C'est effectivement l'hospice du XVIIIe siècle, qui est un lieu d'enfermement. Michel Foucault l'a largement décrit. Alors,
nous assumons un autre héritage. C'est l'héritage, effectivement, de l'avancée sociétale que fut l'hospice au XIXe siècle. Et surtout, entre les deux guerres, avec la dette du sang et donc le fait de s'occuper des personnes âgées dont les enfants avaient disparu. C'était l'âge d'or. Et cet âge d'or s'est traduit par un niveau d'hygiène, de confort bien supérieur dans ces établissements à ceux qu'il y avait dans la majorité des logements. On y trouvait effectivement, notamment dans les logements ruraux, il n'y avait pas tous ces avantages. L'hospitalité, l'hospitalité comme éthique. Alors, entendu, comme le disait Pierre tout à l'heure, entendu comme, au sens premier, comme l'établissement d'un savoir, d'un savoir-faire, d'un savoir-être, associé au questionnement qui permet d'accepter ou de renoncer à certaines pratiques et idées reçues, mais d'inventer, d'innover. D'inventer et d'innover pour répondre aux bénéfices attendus pour et par l'usager, en fait, pour et par la personne âgée que nous recevons. Garder à l'esprit cette tâche d'or en apportant à nouveau ce qui manque à la personne âgée. Hier, c'était l'hygiène, la nourriture, le chauffage. Aujourd'hui, ce sera plutôt la culture transmise en toute sa diversité, la culture comme réalisation de soi. Elle offrirait tout ce qui s'est estompé avec l'avancée en âge, ou même ce qui a toujours manqué à une vie que l'on espérerait encore à accomplir, sans omettre bien sûr la spiritualité avec toutes ses expressions. Les droits de l'invité prennent la forme avec le projet individualisé qui repose sur le respect des désirs des personnes accueillies. Il est élaboré, mis en œuvre et suivi par une équipe pluriprofessionnelle. Mais les devoirs de l'hôte ont aussi leurs limites. Je reçois ce que je transmets. Le constat est fait très tôt dans nos parcours de soignants où l'investissement affectif existe et où on ne peut pas ignorer les émotions. En cela, nous devons tous nous préoccuper impérativement de la souffrance des soignants en gérontologie. Soignants maltraités ont davantage de risques de devenir des soignants maltraitants. Cercle vicieux majoré par l'absentéisme, le turnover, mais aussi aggravé par la désaffection pour le métier et la rareté des postulants. Le questionnement intégrant l'analyse des pratiques, la verbalisation, la gestion des émotions, la pose d'une distanciation, œuvre à améliorer effectivement les accueils. La relation éthique implique l'appropriation du cadre juridique garant du respect des droits. Perrine Malzac vient de effectivement nous détailler ces droits. Et là-dessus, il convient d'écouter l'avis du défenseur des droits et des libertés. Cette autorité administrative indépendante fonde son action sur l'alinéa 11 du préambule de la Constitution, qui énonce que la nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et le loisir. Si j'insiste sur le fait que c'est inscrit dans le préambule de la Constitution, c'est que c'est le texte qui a la plus haute valeur juridique de notre pays. Elle est aussi régulièrement saisie, donc la haute autorité, des réclamations des personnes accueillies en EHPAD et dénonçant des atteintes à leurs droits et libertés. Ces rapports les rapports donc de la haute autorité, retracent le défi permanent des EHPAD pour garantir un juste équilibre entre, d'une part, la sécurité et la protection de leurs résidents, notamment ceux en situation particulière de vulnérabilité, et d'autre part, le respect de leurs droits et libertés. Il en va du respect de la dignité de la personne humaine, qui constitue la base même des droits fondamentaux, repris bien sûr dans la Constitution. Ce principe implique de ne pas réduire l'être humain à son corps, en le traitant comme un objet, et aussi que la personne humaine ne soit pas instrumentalisée, ni utilisée simplement comme un moyen, mais toujours comme une fin. Cette sécurité matérielle se traduit aussi par des manquements. Ces manquements, ils sont détruits comme les conséquences de freins institutionnels, avec un accompagnement qui nécessiterait à la fois une prise en charge et un accompagnement adapté. Ces glissements institutionnels tirent leurs origines effectivement dans le glissement des tâches afin de pallier le manque de personnel. Ils engendrent l'insécurité alimentaire des résidents ou des négligences d'accès aux aides techniques nécessaires à la compensation du handicap pour la perte d'autonomie, pour mémoire des lunettes, des appareils auditifs, des prothèses
auditives. Certains établissements les prothèses auditives, les mettent d'emblée dans les tiroirs pour ne pas avoir à les rembourser, etc., etc. Ce sont des anecdotes, pas simplement. Tout cela est de nature à porter atteinte à la dignité de l'autonomie des personnes concernées, et on peut lire ces dérives ignobles dans l'enquête Les Fossoyeurs de Victor Castanet sur les dérives passées d'Orpea. Le droit à la santé pendant l'accompagnement de la vie jusqu'à sa fin. C'est l'accès aux soins palliatifs qui vise à soulager la douleur, apaiser la souffrance psychique, sauvegarder la dignité de la personne et à soutenir son entourage. C'est aussi la plénitude de l'application de la loi du 6 février 2016, Perrine Mazac en parlait, le résident détient également des droits d'accès à la sédation profonde et continue lorsque les actes médicaux paraissent inutiles, disproportionnés, ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le maintien artificiel de la vie. Ainsi, les soins peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris pour éviter toute obstination déraisonnable. L'arrêt du traitement en fin de vie peut être source de difficultés lorsque le résident n'est plus en état de manifester sa volonté et qu'il n'a pas préalablement à désigner de personnes de confiance ou rédiger des directives anticipées. C'est ce que nous disait effectivement Perrine juste avant. Droit fondamental d'aller et venir, articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789, là aussi, ayant une forte valeur constitutionnelle. Pourtant, on arrive aux limites du dilemme parce qu'il faudrait réussir à concilier pour chaque personne deux principes apparemment opposés, respecter sa liberté et assurer sa sécurité. L'ajustement de ces deux impératifs a pour but, bien sûr, de permettre au personnel soignant d'assumer sa responsabilité pour garantir la sécurité sanitaire des personnes et de respecter leur liberté. Les excès constatés lors de la pandémie Covid se remémorent dans ces cas-là. On a vu qu'il fallait, ou pas, mais des fois jusqu'à l'excès, priver les personnes de liberté. On a même vu d'ailleurs que dans certains EHPAD, au tout début, on a même enfermé non seulement les patients, mais les soignants dans le même EHPAD, etc. Donc, la question elle devient beaucoup plus prégnante parce que aujourd'hui, 9 résidents sur 10 de moins de 70 ans souffrent de troubles de cohérence. Et là, c'est effectivement source de dommages dont les autorités doivent à chaque fois éclaircir la cause. Alors, pour les personnes accueillies en EHPAD, qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladie apparentée, se trouve quand même la question du droit inaliénable à circuler librement. Dans ces cas-là, prétendre lutter contre le risque de la chute et ses dommages par des restrictions entraînerait une dénaturation de l'EHPAD qui se réinvente arbitrairement avec des contraintes d'établissement psychiatrique. Or, ce n'est pas un établissement psychiatrique. Donc, pour sécuriser aussi, recours aux dispositifs de géolocalisation, vidéosurveillance, vous en parliez tout à l'heure, la rencontre la question du droit à la vie privée, de l'intimité, aussi des droits à l'image de la personne hébergée qui devrait donner son consentement à la surveillance de sa chambre, lieu privatif d'intimité. L'intimité peut alors être perçue comme violée par le résident dépendant, par ses proches, par la dépossession ou l'incompréhension de l'espace et du temps lors de ce travail de suppléance qu'implique la perte d'autonomie. Il faut rentrer dans la chambre, vous pouvez taper entrer, etc. Mais la personne, est-ce qu'elle s'est souvenue même qu'elle vous a dit de rentrer, c'est autre chose. Et si vous interrogez, ce serait autre chose. Donc vous avez une série d'outrages banals, outrage banal à la pudeur, qui efface la dignité de la personne âgée, traitée à ce moment-là, tel un objet ou un moyen. Et pourtant, l'intimité désigne le plus intérieur de nous-mêmes. Plus intérieur où réside l'intime façonné par les affects. Les affects, ces émotions qui nous ont construits au cours de l'histoire, ces émotions qui, jour après jour, ont fait la personnalité. C'est fait d'interaction avec la société, c'est fait effectivement d'un intime
et d'une construction qui finalement rattache tous les êtres. Car je est un autre, disait Rimbaud, ou soi-même comme un autre pour Paul Ricoeur, témoigne du rapport entre l'identité et l'altérité de l'intime. C'est dans l'intimité, c'est dans l'intime que finalement on retrouve l'autre. Cette personne âgée que nous avons face à nous-mêmes, bien sûr, on peut retrouver le visage de ses proches ou tout ça, pourquoi pas, parents, amis du même âge, mais plus encore. Ce partage d'intimité, ce partage de l'intime, c'est un miroir tendu qui nous renvoie à l'image de notre propre dignité et nous rappelle à ce moment-là notre devoir d'humanité. Alors, l'éthique dans la relation en EHPAD, on le voit, ce sont des questionnements qui vont émerger de différents points cités, la réalité économique et ses conséquences financières, l'évolution démographique avec son impact sur les proches, les aidants, comme les professionnels, l'histoire en héritage, la culture, ses repères, ses valeurs, la fabrique du droit, issue des idéaux de notre société, et aussi la transition de la santé publique à la maladie individuelle, avec ses contradictions. Pourtant, il nous faudra répondre aux demandes et attentes de nos semblables, en organisant l'assistance aux plus dépendants et vulnérables. Si le savoir et la technique y contribuent matériellement, plus encore, c'est par le questionnement que nous pourrons rester humains pour dispenser notre humanité.